Il y a une quiétude matinale particulière dans la maison d'une rue tranquille du Vésinet. Je suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé corsé, feuilletant le journal du matin. Le soleil se lève doucement au-dessus des toits des maisons voisines, peignant le ciel d'un rose tendre. Ce moment de la journée n'appartient qu'à moi. Pas d'appel, pas de demande, pas d'obligation. Je m'appelle Judith Lefebvre. J'ai 68 ans. Et depuis 3 ans, je vis seule dans cette maison à 2 étages que mon mari et moi avons mis près de 20 ans à payer. Edmond est mort d'une crise cardiaque, me laissant avec cette maison, une petite assurance vie et les souvenirs de 42 ans passés ensemble. Je me surprends souvent à lui parler, surtout quand quelque chose ne va pas, comme lorsque la tondeuse tombe en panne ou que le robinet de la cuisine fuit. « Edmond », dis-je à voix haute, en regardant sa photo sur la cheminée. « Ton fils a encore reporté notre rendez-vous. Il dit qu'il a une réunion importante. » Sur la photo, Edmond me regarde avec ses yeux gris et sourit légèrement. Il a toujours été fier de Quentin, notre fils unique. Ce gamin ira loin, disait-il quand Quentin est parti à l'université pour étudier l'informatique. Et il avait raison. Quentin est effectivement allé loin, du moins financièrement. Il est aujourd'hui DSI, directeur des systèmes d'information, d'une grande entreprise de logistique. Il a une belle maison dans un quartier prestigieux. 2 voitures et un yacht amarré quelque part sur la côte. C'est mercredi, ce qui signifie que je dois aller chercher Ethan et Chloé à l'école. Hélène, la femme de Quentin, travaille tard le mercredi. Elle a des réunions administratives à la clinique, et leur nounou a pris sa soirée parce qu'elle a mal aux dents. Alors, mamie Judith vient à la rescousse, comme toujours. Ça ne me dérange pas. J'aime passer du temps avec mes petits-enfants. Bien que ma relation avec Ethan soit devenue tendue dernièrement. L'adolescence, 14 ans, est une période difficile. Chloé tient encore le coup. Elle n'a que 10 ans et jusqu'à présent, elle trouve un terrain d'entente avec sa vieille grand-mère. Et puis il y a Lily, la plus jeune, qui n'a que 4 ans. Je m'occupe d'elle les mardis et jeudis. Elle est allergique à quelque chose à la crèche et les médecins n'arrivent pas à déterminer quoi. Hélène dit qu'elle ne fait pas confiance aux babysitters ordinaires avec la petite Lily à cause de son état particulier. Je soupçonne cependant que c'est autre chose. Mamie ne demande pas d'argent pour garder les enfants. À 15 heures, je suis déjà devant le portail de l'école, attendant que la cloche sonne. Les parents et autres grands-parents arrivent progressivement. La plupart sont beaucoup plus jeunes que moi. Je vois certains d'entre eux me regarder en coin, pensant probablement « Mon Dieu, est-ce que j'aurais vraiment l'air aussi vieille à son âge ?» La cloche sonne et une foule d'enfants bruyants sort des portes de l'école. Chloé me voit tout de suite et me fait signe. « Mamie !» crie-t-elle en courant vers moi, les bras ouverts pour un câlin. Je la serre dans mes bras, respirant l'odeur de shampoing pour bébé et de chewing-gum. « Comment s'est passée ta journée, mon rayon de soleil ?»« Bien », répond elle et commence immédiatement à parler de son contrôle de maths, de la nouvelle fille dans sa classe et du fait que le professeur de musique lui a donné un solo dans la chorale de l'école. Ethan arrive quelques minutes plus tard. Il est grand pour son âge, presque aussi grand que moi. Son sac à dos est négligemment jeté sur une épaule et il a des écouteurs dans les oreilles, d'où s'échappe une musique assourdissante. « Salut, mamie », marmonne-t-il sans enlever ses écouteurs ni me regarder dans les yeux. « Bonjour, Ethan. Comment ça va à l'école ?»« Bien », répond-il en haussant les épaules. La réponse standard des adolescents à toute question d'adulte. Nous marchons jusqu'à ma voiture, une vieille Peugeot 208, qu'Edmond a achetée un an avant sa mort. Quentin m'a suggéré plusieurs fois de la changer pour quelque chose de plus récent et de plus sûr. Mais je refuse. J'aime ma Peugeot. Elle est fiable et économique. De plus, c'était le dernier cadeau de mon mari. Sur le chemin du retour, Chloé jacasse, parlant de projets scolaires et d'amis. Ethan reste silencieux, les yeux rivés sur son téléphone. Parfois, je croise son regard dans le rétroviseur. Il regarde par la fenêtre avec une expression de captif. À la maison, je prépare le goûter des enfants. Des tartines de confiture pour Chloé et un sandwich jambon-fromage pour Ethan. Chloé s'installe à la table de la cuisine et commence ses devoirs, tandis qu'Ethan disparaît dans le salon où il allume la télévision. Ethan. L'appelez jeu. Les devoirs d'abord, la télé après. Il soupire aussi lourdement que si je lui avais demandé de transporter des sacs de ciment. Mamie, je n'ai pas de devoirs pour aujourd'hui. Vraiment? Je n'en crois pas un mot. Montre-moi ton agenda. Oh là là, mamie, tu es tellement pénible, s'exclame-t-il,
mais il sort tout de même un cahier de texte tout froissé de son sac à dos. Tiens, regarde. Rien pour aujourd'hui. Je parcours la page. En effet, il n'y a pas de devoir noté pour le mercredi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a vraiment pas. D'accord, dis-je. Alors tu peux regarder la télévision, mais pas plus d'1 heure. Et n'oublie pas que tu dois réviser pour ton contrôle de sciences. Comment tu sais pour le contrôle? Il me regarde, surpris. Ta mère m'a envoyé un texto à ce sujet. Je souris. Et elle m'a demandé de m'assurer que tu révises. Ethan lève les yeux au ciel et marmonne quelque chose dans sa barbe. Je fais semblant de ne pas entendre. Hélène arrive à 17 heures. Elle entre dans la maison en trombe, comme d'habitude. Grande, mince, avec une coiffure parfaite et un maquillage impeccable. Malgré une longue journée de travail, on dirait qu'elle sort tout juste d'un salon de beauté. Judith, merci beaucoup, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Elle sent le parfum cher et l'antiseptique. Tu m'as été d'une grande aide. De rien, ma chérie, je réponds. Les enfants ont mangé. Chloé a fait ses devoirs. Et Ethan? Demande Hélène, jetant un coup d'œil vers le salon où son fils est toujours assis devant la télé. Il dit qu'il n'a pas de devoir pour aujourd'hui, mais il a un contrôle de science à réviser. Hélène soupire. Je vais lui parler. Tu ne veux pas rester pour le dîner? J'ai commandé des sushis. Ça ne devrait pas tarder. Non, merci. Je secoue la tête. J'ai des projets. C'est un mensonge. Je n'ai aucun projet à part rentrer chez moi, prendre un bain chaud et lire le nouveau roman policier que j'ai emprunté à la bibliothèque. Mais je sais qu'Hélène propose par politesse. Pas parce qu'elle veut vraiment que je reste. De plus, j'ai vu la façon dont Quentin fronce le nez quand je reste plus longtemps que nécessaire. À la maison, j'allume la radio et je commence à préparer le dîner. Je cuisine rarement pour moi seule. Je me contente généralement d'une salade ou d'une soupe en conserve. Mais ce soir, j'ai envie de quelque chose de spécial, alors je sors un blanc de poulet du congélateur et je décide de faire un poulet au curry, le plat qu'Edmond aimait tant. Pendant que le poulet décongèle, je m'assois à la table de la cuisine et je regarde le courrier. Ce sont surtout des factures et des publicités, mais il y a une lettre de mon amie Héloïse, qui a déménagé sur la Côte d'Azur après la mort de son mari. Elle écrit qu'elle a acheté une petite maison près de la mer et m'invite à venir la voir. Judith, tu adoreras cet endroit, écrit-elle. Le soleil, la mer, pas d'hiver froid, et aucune obligation envers les enfants et les petits-enfants. Je vis enfin pour moi-même. Je souris en imaginant Héloïse sur la plage. Nous sommes amis depuis l'université, et j'ai toujours admiré son courage et son indépendance. Elle a été la première d'entre nous à décider de divorcer quand son mari a commencé à la tromper. La première à acheter sa propre maison après le divorce. Et maintenant, à 69 ans, elle commence une nouvelle vie sur la Côte d'Azur. Je lui réponds que je viendrai certainement lui rendre visite dès que je serai libérée de mes responsabilités envers mes petits-enfants. Mais au fond de moi, je sais que cela n'arrivera probablement pas de sitôt. Quentin et Hélène sont trop dépendants de mon aide avec les enfants, même s'ils ne l'admettent jamais à voix haute. Le soir, Quentin appelle. C'est rare. Habituellement, il envoie un texto ou demande à Hélène de m'appeler s'ils ont besoin de quelque chose. Salut, maman. Sa voix semble tendue. Comment vas-tu? Bien, merci. Je réponds en me demandant ce dont il a besoin. Et toi? Le travail, les enfants? Tout va bien. Il fait une pause. Écoute, maman. Je voulais te demander. Papa et toi, vous aviez une sorte de matelas financier pour vos vieux jours, n'est-ce pas? Ça y est. On parle d'argent. J'aurais dû m'en douter. Oui, nous avions des économies. Je réponds prudemment. Pourquoi? Je pensais juste. Il s'éclaircit la gorge. Hélène et moi regardions pour une nouvelle maison, plus grande que celle-ci, avec une piscine et une salle de jeu pour les enfants, mais il nous manque de quoi verser la compte. Je reste silencieuse, attendant qu'il continue. Et j'ai pensé, poursuit-il, que tu pourrais peut-être nous aider. C'est pour tes petits-enfants. Ils auraient chacun leur propre chambre, et il y aurait une chambre pour toi si tu voulais rester dormir. Quentin, dis-je lentement. J'ai quelques économies, mais elles sont pour mes vieux jours, au cas où je tomberais malade ou aurais besoin de soins particuliers. Mais, maman, dit-il, avec une pointe d'irritation dans la voix. Tu n'as pas besoin d'une maison aussi grande. Tu pourrais la vendre, acheter quelque chose de plus petit, et partager la différence. Une partie pour tes vieux jours,
Une partie pour que nous achetions une nouvelle maison. Ça y est. Maintenant, la conversation a tourné vers ma maison. J'aurais dû le voir venir. Quentin et Hélène me le laissent entendre depuis des années, que je devrais optimiser ma vie. J'aime ma maison, dis-je fermement. Ton père et moi l'avons choisie ensemble. Nous avons payé le crédit pendant des années. Chaque recoin me rappelle lui. Maman, ça fait 3 ans. J'entends de l'impatience dans sa voix. Tu ne peux pas vivre dans le passé éternellement. Pense à l'avenir. Ton avenir. Notre avenir. Tu serais beaucoup plus à l'aise dans un appartement dans une résidence pour seniors. Pas de jardinage, pas de réparation, et des soins médicaux à proximité. J'ai 68 ans, pas 88. Ma voix tremble d'indignation. Je me débrouille très bien toute seule, et je ne vais pas déménager dans une maison de retraite. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. Il soupire comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un petit enfant. C'est un complexe ultramoderne pour retraités actifs. Il y a une piscine, une salle de sport, des clubs de loisirs. Quentin, j'essaie de parler calmement. J'apprécie ton inquiétude, mais je ne veux pas déménager, et je ne peux pas te donner d'argent pour une nouvelle maison. Je n'ai pas beaucoup d'économies moi-même. Un lourd silence s'installe. Je peux presque sentir physiquement sa déception. D'accord, dit-il enfin. Je comprends. Désolé de t'avoir dérangé. Il raccroche sans attendre que je réponde. Je reste assise, le téléphone à la main, sentant un poids s'accumuler en moi. C'est toujours comme ça. Dès que je refuse d'accéder à sa demande, il se referme comme une huître. Il était pareil quand il était enfant. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il se vexait et ne me parlait plus pendant des jours. Je me lève et je vais à la fenêtre. Il fait déjà nuit dehors et les lumières sont allumées aux fenêtres des maisons voisines. Je vois des silhouettes de personnes bouger derrière les rideaux. Des familles qui se réunissent pour le dîner, des parents qui aident leurs enfants à faire leurs devoirs, des couples qui regardent les informations du soir. La vie ordinaire de tous les jours. Une vie que j'ai eue, moi aussi. Je retourne dans la cuisine et je termine le dîner. Le poulet au curry n'a pas aussi bon goût que d'habitude, probablement parce que je l'ai cuisiné sous le coup de la frustration. Je mange machinalement, sans savourer. Je pense à la conversation avec mon fils. Ce n'est pas que je ne veux pas aider Quentin et sa famille, mais je suis frustrée par la façon dont il considère mes ressources et moi-même comme allant de soi, comme un moyen d'arriver à ses fins. Il ne demande jamais ce que je veux, quels sont mes projets pour l'avenir. Il suppose simplement qu'à mon âge, le seul projet possible est de finir mes jours dans une résidence pour seniors pendant qu'il profite de ma maison ou dépense l'argent de sa vente. Après le dîner, je me sers un verre de vin, une petite faiblesse que je m'autorise une fois par semaine. Edmond disait toujours que le vin rouge était bon pour le cœur, et nous en buvions souvent un verre le soir en discutant de la journée écoulée. Je lève mon verre vers la photo de mon mari sur la cheminée. À ta santé, mon chéri, dis-je doucement. J'aimerais que tu puisses voir ce que notre fils est devenu. Je sais qu'Edmond serait peiné de voir la façon dont Quentin me traite. Il lui a toujours appris à respecter ses aînés, à être reconnaissant pour ce qu'on a, et à ne jamais prendre les gens pour acquis. Apparemment, ces leçons n'ont pas été retenues. Le lendemain, c'est jeudi, ce qui signifie que je dois garder Lily. J'arrive chez Quentin et Hélène à 8 heures du matin. Hélène ouvre la porte. Elle est déjà prête pour sa journée. Maquillage impeccable, tailleur élégant, coiffure au millimètre près. Bonjour, Judith, dit-elle en me laissant entrer. Lily est en train de prendre son petit déjeuner. Je t'ai laissé une liste de choses à faire sur le réfrigérateur. Ah, oui, et s'il te plaît, ne lui donne pas de sucreries. Elle a fait une crise de colère hier avant de se coucher, et nous pensons que c'est à cause du sucre. J'acquiesce, même si je sais que la colère de Lily n'est probablement pas liée au sucre. C'est sans doute parce qu'elle ne voit sa mère qu'1 heure par jour entre son retour du travail et le coucher. De plus, ajoute Hélène en enfilant son manteau. Quentin et moi allons rentrer tard ce soir. Nous avons un rendez-vous avec l'agent immobilier pour la nouvelle maison. Tu pourras rester plus longtemps, n'est-ce pas? Je retiens un soupir. Ils n'ont sûrement pas reporté la visite à cause de la conversation de la veille. Bien sûr, je réponds. Ne t'inquiète pas. Merci. Tu es un vrai trésor. Hélène m'embrasse sur la joue et disparaît. Je vais dans la cuisine où Lily est assise à table, essayant d'attraper les céréales dans le lait avec sa cuillère. Quand elle me voit, elle sourit largement, exhibant sa moustache de lait. Mamie,
crie-t-elle en tendant les bras vers moi. Je la serre dans mes bras, sentant mon cœur se remplir de chaleur. C'est pour ces moments d'amour pur et sincère que je supporte tout le reste. La journée se passe avec les tâches habituelles. Nous jouons, lisons des livres, nous promenons dans le parc, préparons le dîner. Lily est une enfant curieuse et active. On ne s'ennuie jamais avec elle. Vers 15 heures, elle est fatiguée et s'endort sur le canapé en regardant un dessin animé. Je la couvre d'un plaid et m'assois à côté d'elle, regardant les actualités sur ma tablette. Le téléphone sonne. C'est Quentin. Maman, dit-il sans préambule. Hélène et moi sommes à la maison que nous voulons acheter. L'agent immobilier dit qu'une autre famille est intéressée et que nous devons nous décider rapidement. Je me demandais, peut-être que tu as reconsidéré ton aide, après tout. Je sens une vague d'irritation monter en moi. Quentin, je te l'ai déjà dit hier. Oui, je sais, m'interrompt-il. Mais je pensais que tu avais peut-être changé d'avis. Cette maison est parfaite pour nous, et pour toi aussi. D'ailleurs, il y a une chambre d'amis séparée au rez-de-chaussée avec sa propre salle de bain. Tu n'aurais pas à monter les escaliers. Je ne vais pas vivre avec vous, dis-je fermement. Et je ne peux pas vous donner d'argent pour un acompte. J'ai besoin de mes économies. Maman, tu deviens insupportable, dit-il avec une irritation évidente dans la voix. On te propose une solution parfaite et tu t'obstines. Qu'est-ce que tu veux? Que moi et les enfants vivions à l'étroit pendant que tu occupes toute la maison seule. Quentin, je n'ai pas là. Tu sais quoi? Il m'interrompt à nouveau. Laisse tomber. On se débrouillera sans ton aide. C'est juste. Je ne comprends pas pourquoi tu es si égoïste. Il raccroche et je reste assise, le téléphone à la main, la gorge nouée. Égoïste. Mon fils pense que je suis égoïste parce que je ne veux pas lui donner mes économies ou vendre la maison pour qu'il puisse en acheter une nouvelle, plus grande, avec une piscine. Le samedi a commencé comme d'habitude. Je me suis réveillée, j'ai préparé mon thé et j'ai commencé à lire un nouveau roman policier. La journée s'annonçait calme et paisible. Après une semaine passée avec mes petits-enfants, j'avais besoin de solitude pour reprendre des forces. Le temps était clair et je prévoyais de travailler dans le jardin l'après-midi. Les rosiers avaient besoin d'être taillés et les parterres de fleurs désherbés. À 11 heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le SUV noir brillant de Quentin garé devant ma maison. C'était étrange. D'habitude, mon fils me prévenait de ses visites, surtout le week-end. Ce qui était encore plus étrange, c'est que non seulement Hélène est sortie de la voiture, mais aussi une femme inconnue avec un dossier volumineux à la main. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ne sonne. Quentin, Hélène, quelque chose ne va pas, ai-je demandé, en essayant de cacher mon anxiété. Une pensée m'a traversé l'esprit. Un problème avec les enfants? Tout va bien, maman, a dit Quentin en m'embrassant sur la joue. On a pensé passer pendant que les enfants sont à leurs activités. On veut te parler de quelque chose. Ils sont entrés dans la maison. Hélène m'a adressé son sourire professionnel. Le même sourire qu'elle utilise pour ses collègues et les étrangers. Judith, je te présente Olivia Dubois, a présenté Hélène. C'est une architecte d'intérieur qui travaille avec nos amis, les Cormier. Tu te souviens de leur maison? Celle avec l'îlot de cuisine incroyable. Je me souvenais vaguement de la maison des Cormier. Nous y étions allés pour le dîner de Noël l'année dernière. La maison était élégante, mais un peu trop stérile à mon goût, comme si personne n'y vivait. Enchantée, dis-je en serrant la main d'Olivia. Elle était plus jeune qu'Hélène, avec une coupe de cheveux à la mode et des vêtements chers mais discrets. De même, Madame Lefebvre, a-t-elle dit. Votre fils m'a beaucoup parlé de votre maison. J'ai hâte de la voir. J'ai jeté un regard interrogateur à Quentin. Il a toussé nerveusement. Allons dans le salon, a-t-il dit, se dirigeant vers l'arrière de la maison avec autant d'assurance que si c'était la sienne. Maman, tu nous ferais un café? Cela ne ressemblait pas à une question, mais à un ordre. Je me suis dirigée silencieusement vers la cuisine, essayant de comprendre ce qui se passait. Pendant que je faisais le café, des voix animées venaient du salon. J'ai entendu des phrases comme « potentiel de l'espace »,« enlever ces vieilles boiseries » et « refaire complètement la cuisine ». Quand je suis revenue avec mon plateau, j'ai trouvé Olivia en train de prendre des photos de mon salon avec son téléphone. Hélène était à la fenêtre, examinant d'un œil critique les rideaux, et Quentin arpentait la pièce, pointant divers détails de l'intérieur. « Et ces bibliothèques devront certainement partir, a-t-il dit.
Elles rendent la pièce exiguë et sombre. Excusez-moi, suis-je intervenu en posant le plateau sur la table basse. Mais que se passe-t-il exactement? Tous les trois se sont tournés vers moi comme s'ils venaient de se souvenir de mon existence. Maman, a souri Quentin. Ce sourire spécial qu'il utilisait quand il voulait me convaincre de quelque chose. Nous avons décidé de t'aider avec les rénovations. La maison a besoin d'être modernisée. Tu peux le voir. Olivia est la meilleure architecte de la ville, et elle a accepté de jeter un coup d'œil et de proposer des options de rénovation. Mais je n'ai pas demandé de rénovation, ai-je objecté. J'aime ma maison telle qu'elle est. Maman, c'est très gentil, mais honnêtement, tout ici est démodé. Quentin a fait un geste ample dans la pièce. L'électricité, la plomberie, les finitions, tout doit être mis à jour. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de sécurité. Madame Lefebvre, est intervenue Olivia. Votre maison a un excellent potentiel. Avec la bonne approche, nous pourrions augmenter sa valeur de 30 à 40%. C'est un très bon investissement. Un investissement, ai-je objecté. Je ne vais pas vendre la maison. Pas maintenant, bien sûr, a dit Hélène rapidement. Mais à l'avenir, quand tu décideras qu'il est temps de déménager dans un endroit plus petit, ou peut-être dans une résidence pour seniors. Je les ai regardés tous les trois, me sentant soudainement comme une étrangère dans ma propre maison. Ils discutaient de l'avenir de ma maison comme si j'avais déjà signé les papiers pour la vendre. Pire, comme si je n'étais plus en vie. Je ne déménage nulle part, dis-je fermement. Et je n'ai pas besoin de rénovation. Si l'électricité ou la plomberie a besoin d'être mise à jour, j'appellerai moi-même les experts. Maman. Quentin a levé les yeux au ciel comme il le faisait quand il était adolescent. Quand il pensait que j'étais désespérément déconnecté de la vie. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une rénovation. C'est une refonte complète. Olivia propose de transformer ta maison en un espace moderne et fonctionnel. Imagine, un plan ouvert, une maison intelligente. Tout contrôlé depuis ton téléphone. Lumière, chauffage, sécurité. Je ne veux pas de plan ouvert, ai-je objecté. Et je ne veux pas contrôler la maison depuis mon téléphone. J'aime mes interrupteurs et le thermostat au mur. Judith, dit doucement Hélène. Nous voulons juste que tu vives dans le confort et la sécurité. La technologie moderne peut être très utile à une personne de ton âge. Mon âge? Ai-je répété lentement. Quel âge? Eh bien, tu sais, a hésité Hélène. Quand on commence à oublier des choses, quand il est plus difficile de gérer le quotidien. Je n'ai pas de démence, Hélène, ai-je dit sèchement. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres affaires. J'ai été comptable pendant 30 ans, et je me souviens encore des numéros de téléphone de tous mes amis et des anniversaires de tous mes proches, y compris tes parents, que tu oublies de contacter même les jours de fête. Hélène a rougi et s'est détournée. Quentin s'est avancé, le visage dur. Ne parle pas comme ça à Hélène, a-t-il dit d'un ton bas et menaçant. Elle se soucie de toi plus que tu ne le mérites. Se soucie. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Vous appelez ça se soucier? Débarquer chez moi sans prévenir avec une décoratrice et planifier comment rénover ma maison sans me demander mon avis. Nous te demandons ton avis en ce moment même, s'est exclamé Quentin. Mais tu es têtu comme toujours, et tu refuses de voir que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour qui? Ai-je demandé. Pour moi ou pour vous? Parce que je pense que vous vous êtes déjà mentalement installé dans cette maison et que vous partagez mes biens. Quelle absurdité! Quentin a haussé le ton. Nous voulons juste t'aider à rénover la maison. Et si je te disais que je ne veux aucune aide, que j'aime ma maison telle qu'elle est? Alors je dirais que tu es une vieille femme égoïste qui est trop accrochée au passé, a lâché Quentin, le visage rouge de colère. Ce n'est plus la maison de papa, maman. Il est parti depuis 3 ans. Il est temps d'aller de l'avant. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Olivia semblait extrêmement mal à l'aise. Hélène regardait le sol et Quentin respirait lourdement, serrant et desserrant les poings. Je pense que vous devriez partir, dis-je, en essayant de garder ma voix calme. Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas discuté de cela comme des adultes, a dit Quentin obstinément. Olivia a pris du temps pour nous, et nous allons visiter la maison et faire un plan de rénovation. Non, vous ne ferez pas ça. Je me suis plantée juste devant lui. C'est ma maison, Quentin. La mienne, pas la tienne.
Et je décide de ce que j'y fais et quand je le fais. Oh, allez. Il a levé les bras en l'air. Nous savons tous que tôt ou tard, cette maison sera à moi. Pourquoi repousser l'inévitable? Tu ne peux pas vivre ici pour toujours, maman. Il viendra un temps où tu ne pourras plus t'occuper de la maison, monter les escaliers, gérer le jardin, et alors quoi? Alors je déciderai moi-même quoi faire, ai-je répondu. Maintenant, je vais vous demander de partir. Peut-être devrions-nous vraiment revenir une autre fois, suggéra doucement Hélène, en jetant un coup d'œil à Olivia, qui commençait déjà à ranger ses papiers dans son dossier. Non. Quentin a frappé du poing sur la table, faisant sursauter les tasses. Nous allons en discuter maintenant. J'en ai assez de ton entêtement, maman. Tu vis seule dans une maison de 4 chambres pendant que nous partageons une maison 2 fois plus petite avec 3 enfants. C'est illogique et égoïste de ta part. Je n'ai pas à me justifier sur la façon dont je vis, ai-je répliqué, sentant mes mains trembler. Ton père et moi avons gagné cette maison. Nous avons payé le crédit pendant 30 ans. C'est notre maison, pas la tienne. Papa n'est plus là, a crié Quentin. Et nous sommes là. Ta vraie famille. Mais tu ne te soucies pas de nous. Tu ne te soucies que de toi-même. Quentin. Hélène a posé sa main sur son épaule. Calme-toi. Allons-y et parlons-en plus tard. Non. Il a repoussé sa main. J'en ai assez d'être poli, maman. Soit tu acceptes les rénovations, soit quoi? J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Qu'est-ce que tu vas faire, Quentin? Son visage s'est tordu de rage. Et pendant un instant, je n'ai pas reconnu mon fils. Un étranger, un homme hostile se tenait devant moi. Soit je prouve que tu es incompétente, a-t-il lâché. Tu vis dans le passé, tu refuses l'aide, tu ne penses pas à ta sécurité. Ce sont des signes de démence. Je peux obtenir un rapport médical et te faire mettre sous tutelle. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mon propre fils me menaçait de me déclarer incompétente pour s'emparer de ma maison? Tu ne ferais pas ça, dis-je. Mais ma voix n'était pas aussi assurée que je l'aurais voulu. Mets-moi à l'épreuve, ses yeux se sont rétrécis. Continue à t'entêter et à créer des problèmes, et tu verras ce que je ferai. Quentin, s'est exclamée Hélène. Tu dépasses les bornes. Non, c'est elle qui dépasse les bornes. Il a pointé son doigt vers moi. Toujours à nous dire comment élever nos enfants, à critiquer notre style de vie, et maintenant elle refuse de nous aider. J'en ai assez. Il s'est tourné vers moi, le visage déformé par la colère. Soit tu acceptes les rénovations et tu commences à agir de manière raisonnable, soit j'appelle la police et je leur dis que tu es inapte et un danger pour toi-même. Qui crois-tu qu'ils vont croire? Un homme d'affaires prospère ou une vieille femme têtue qui ne peut pas lâcher le passé? Monsieur Lefebvre. Olivia est intervenue, clairement choquée par ce qui se passait. Je pense que je ferais mieux de partir. Nous pourrons discuter du projet plus tard, quand tout le monde se sera calmé. Non, restez. Quentin a attrapé son bras. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas visité toute la maison. Maman fait juste une scène, comme d'habitude. Elle aime être le centre de l'attention. Foi, dis-je, en essayant de garder ma voix calme. Sors de ma maison, maintenant. Sinon quoi? A-t-il ricané. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Appeler la police? Mettre ton propre fils à la porte? S'il le faut, oui. Alors fais-le. Il a sorti son téléphone portable et me l'a tendu. Appelle. Je suis curieux de voir ce qu'ils diront quand ils arriveront et verront que nous aidons simplement une mère âgée avec des rénovations et qu'elle fait une crise de nerfs. Ils penseront que tu as besoin d'une aide psychiatrique. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Une clarté froide a remplacé le choc et la colère. J'ai regardé mon fils et pour la première fois, je l'ai vu pour ce qu'il est. Un homme avide et égoïste qui ne me voit pas comme une mère, mais comme un obstacle à ce qu'il veut. Partez ou j'appelle la police, dis-je calmement. Appelle, criait-il presque maintenant. Partez ou j'appelle la police. C'est comme ça qu'une mère parle à son fils maintenant. C'est bien. C'est parfait. Je n'ai rien dit de plus. J'ai simplement tourné les talons, attrapé mon sac sur la console de l'entrée et je suis sorti de la maison. Derrière moi, j'entendais Quentin continuer à crier quelque chose, Hélène essayant de le calmer, mais je ne me suis pas retournée. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris la route, sans avoir de plan précis sur où j'allais.
Je conduisais, machinalement, effectuant les gestes habituels, clignotant au virage, m'arrêtant au feu rouge, laissant passer les piétons. Il y avait un vide en moi. Je ne ressentais ni colère, ni ressentiment, ni peur, seulement une immense fatigue dévorante. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée dans une rue calme de la vieille ville, devant un petit immeuble de bureaux en briques rouges. L'enseigne au-dessus de l'entrée indiquait « Lambert et Associés, Immobilier ». Je me suis garée et je suis restée assise dans la voiture, regardant ce bâtiment. Le nom de Lambert m'était familier. Marc Lambert. Je l'avais rencontré aux funérailles de Sarah Tilden, une de mes vieilles amies, il y a 6 mois. Il vendait sa maison pour les héritiers. Nous avions un peu discuté lors de la réception et il m'avait donné sa carte de visite, comme ça, sans raison particulière, comme on le fait souvent lors de ce genre d'événement. Si jamais vous décidez de déménager ou d'acheter quelque chose, appelez-moi, avait-il dit. J'ai alors sorti mon portefeuille de mon sac et en fouillant, j'ai trouvé la carte de visite. Marc Lambert, agent immobilier avec 30 ans d'expérience, spécialisé dans l'immobilier de luxe et les résidences pour retraités. J'ai regardé la carte et lentement, un plan a commencé à se former dans ma tête. Pas seulement un plan pour échapper à la situation d'aujourd'hui, mais un plan pour l'avenir. Un plan qui me permettrait de vivre la vie que je voulais, sans la pression constante et la manipulation de Quentin. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro sur la carte de visite. Après la 3e sonnerie, une voix d'homme a répondu. Marc Lambert à l'appareil. Monsieur Lambert, dis-je, surprise de la tranquillité de ma voix. C'est Judith Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés aux funérailles de Sarah Tilden. Madame Lefebvre, bien sûr, je me souviens de vous, sa voix semblait sincèrement amicale. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux vendre ma maison, dis-je. Et j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, a-t-il répondu. Voulez-vous prendre rendez-vous pour une consultation? J'ai un créneau lundi matin. Non, j'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas le voir. Je veux commencer le processus maintenant. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Il y eut une courte pause. En fait, je suis au bureau en ce moment, a-t-il finalement dit. Si vous pouvez monter, je serai heureux de vous conseiller. Mais vendre une maison est une grande décision, Madame Lefebvre. Je recommande généralement d'y réfléchir attentivement. J'ai déjà réfléchi, dis-je fermement. Et je suis devant votre bureau en ce moment. Oh, il semblait surpris. Alors, entrez. Je suis au 2e étage, bureau 205. Je suis sorti de la voiture et je me suis dirigé vers le bâtiment. À chaque pas, je sentais ma détermination grandir. Ce n'était pas un acte impulsif, comme cela pourrait paraître. C'était une décision qui mûrissait en moi depuis longtemps. Et l'incident d'aujourd'hui n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En montant les escaliers vers le bureau de Marc Lambert, je pensais à ce que Quentin dirait quand il apprendrait que j'avais mis la maison en vente. Il serait furieux, bien sûr. Il crierait, menacerait, essaierait de me mettre la pression. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le contrôle de la situation. J'ai frappé à la porte marquée 205 et j'ai entendu l'invitation à entrer. Marc Lambert s'est levé de son bureau pour m'accueillir. Un homme grand et svelte, de mon âge, avec des cheveux gris et des yeux bienveillants. Madame Lefebvre, c'est un plaisir de vous revoir, bien que les circonstances ne soient pas des plus agréables. Il m'a serré la main et a désigné la chaise devant son bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous un café, un thé? Non, merci. Je me suis assise sur la chaise, mon sac sur les genoux. Je veux discuter de la vente de ma maison. En combien de temps puis-je le faire? Il m'a regardé attentivement et j'ai vu de la compréhension dans ses yeux. Il avait dû rencontrer de nombreuses personnes dans des situations comme la mienne au cours de sa longue carrière. Cela dépend de nombreux facteurs, a-t-il dit, se rasseyant à son bureau. L'état de la maison, son emplacement, les conditions du marché, vos attentes en matière de prix. Mais avant de commencer à discuter des détails, permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous sûr de vouloir vendre la maison? Parfois, les gens prennent ces décisions sur le moment et le regrettent ensuite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Monsieur Lambert. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Il a hoché la tête, comme s'il acceptait ma réponse. Bien. Alors, commençons. Parlez-moi de votre maison.
Et j'ai commencé à lui parler des 4 chambres, des 2 salles de bain, de la grande cuisine et du salon spacieux, du jardin avec les rosiers que je cultivais depuis 20 ans, du garage pour 2 voitures et du sous-sol où Edmond avait aménagé un atelier. Du quartier où se trouvait la maison. Calme, verdoyant, avec de bonnes écoles et à proximité des commerces et des parcs. Marc écoutait attentivement, prenant des notes. Quand j'ai terminé, il a posé quelques questions supplémentaires sur l'âge de la maison, l'état du toit, de l'installation électrique et de la plomberie. Puis, il a allumé l'ordinateur et m'a montré des maisons similaires qui étaient en vente dans mon quartier, et les prix auxquels elles se sont vendues. D'après votre description et la situation du marché, votre maison pourrait valoir entre 700 000 et 800 000 euros, a-t-il dit. Mais pour une estimation plus précise, j'aurais besoin de la voir en personne. Quand pourriez-vous me montrer la maison? J'ai réfléchi. Quentin et sa famille venaient généralement déjeuner le dimanche toutes les 2 semaines. La prochaine visite aurait dû être demain, mais après l'incident d'aujourd'hui, je doutais qu'ils viennent. D'un autre côté, je ne voulais pas prendre de risques. Pourrions-nous faire ça lundi? Ai-je demandé. N'importe quand qui vous convient. Lundi, ça marche. Il a vérifié le calendrier sur son ordinateur. Que diriez-vous de 10 heures du matin? Parfait. Très bien. Il a pris une note dans son calendrier. Maintenant, dites-moi, où prévoyez-vous de déménager après avoir vendu la maison? Avez-vous quelque chose en tête? J'ai secoué la tête. Non, pas encore, mais je pense à une petite maison quelque part sur la côte. Mon amie Héloïse a récemment déménagé sur la Côte d'Azur et elle en est très contente. La Côte d'Azur est un excellent choix pour les retraités, a acquiescé Marc. Climat chaud, beaucoup de communautés de seniors, de bons soins de santé. Voulez-vous que je vous mette en contact avec mes collègues là-bas? Ils pourraient vous montrer des options. Oui, ce serait merveilleux. J'ai senti l'excitation grandir en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je pensais à l'avenir avec optimisme au lieu d'anxiété. Nous avons discuté de quelques détails supplémentaires, les documents que je devrais préparer, la stratégie de vente, les délais possibles. Marc était professionnel et attentif, ne me pressant pas, mais ne perdant pas de temps non plus. Quand j'ai quitté son bureau 1 heure plus tard, j'avais un dossier d'information et un pré-contrat pour les services immobiliers. Nous avons convenu que Marc inspecterait la maison lundi, et si tout était en ordre, nous signerions le contrat officiel, et la maison serait sur le marché la semaine suivante. En montant dans la voiture, j'ai senti la tension se relâcher pour la première fois de la journée. Elle a été remplacée par un étrange sentiment de liberté, presque euphorique. J'avais pris une décision et fait le premier pas vers une nouvelle vie, une vie sans pression constante, sans avoir à justifier chaque décision que je prenais, sans être considéré comme un fardeau ou un obstacle au plan de quelqu'un d'autre. Le lundi matin à 10 heures précises, Marc Lambert a sonné à ma porte. Il avait l'air professionnel, costume strict, mallette soignée, sourire amical. Je lui ai fait visiter la maison, lui montrant chaque pièce, parlant des rénovations récentes et des caractéristiques de l'aménagement. Marc écoutait attentivement, prenant des notes et des photos. La maison est en excellent état, Madame Lefebvre, a-t-il dit lorsque nous avons fini la visite et nous sommes assis dans la cuisine. Vous en avez bien pris soin au fil des ans. Merci. J'ai servi le thé. Qu'en pensez-vous? Combien pourrait-elle valoir? Marc a sorti sa tablette et m'a montré une comparaison de prix de maisons similaires dans le quartier. Compte tenu de la taille, de l'emplacement et de l'état, je recommanderais de la mettre en vente à 750 000 euros. C'est un peu au-dessus du prix moyen, mais votre maison le vaut. De plus, cela nous donne une marge de négociation. J'ai hoché la tête, calculant mentalement ce que je pourrais faire avec cette somme. Après avoir payé toutes les taxes et commissions, il me resterait assez pour acheter une petite maison au bord de la mer et avoir une somme décente sur mon compte en banque. Quand pouvons-nous commencer? Ai-je demandé. Si vous êtes prête à signer le contrat aujourd'hui, je peux publier l'annonce dès demain, a dit Marc en sortant un dossier de son porte-documents. Nous ferons des photos professionnelles, créerons une description attrayante, et d'ici le week-end, nous aurons probablement nos premiers acheteurs potentiels. J'ai signé les papiers nécessaires, ressentant un étrange mélange d'excitation et de tristesse. Cette maison avait été le témoin de tant d'événements dans ma vie. C'est là qu'Edmond et moi avions vieilli ensemble. Où Quentin avait passé son adolescence, où j'avais pleuré la mort de mon mari. Mais il était temps d'avancer. Il serait préférable que vous ne soyez pas à la maison pendant les visites, a dit Marc en rassemblant les documents.
Les acheteurs potentiels sont plus à l'aise pour visiter la maison sans la présence du propriétaire. Oui, je comprends. J'ai hoché la tête. Ne vous inquiétez pas, je trouverai quelque chose à faire. Après le départ de Marc, j'ai fait le tour de la maison en essayant de la voir avec les yeux d'acheteurs potentiels. Que faut-il nettoyer? Que faut-il réparer? Que faut-il rafraîchir? J'ai commencé à faire une liste de choses à faire, et elle s'est avérée assez impressionnante. Au cours des jours suivants, je me suis plongée dans le travail. J'ai jeté de vieux magazines et journaux. J'ai trié les placards. J'ai donné certaines de mes affaires à une œuvre de charité. J'ai engagé une entreprise de nettoyage pour un grand ménage. J'ai appelé un jardinier pour ranger la roseraie et la pelouse de devant. J'ai remplacé les ampoules grillées. J'ai resserré les poignées de porte desserrées. J'ai repeint la clôture du jardin. Le mercredi, un photographe professionnel est venu et a pris des photos pour l'annonce. Le jeudi, Marc m'a envoyé un lien vers l'annonce en ligne de ma maison. Les photos étaient superbes. La maison paraissait spacieuse, lumineuse et accueillante. La description soulignait ses atouts. Maison familiale classique de 4 chambres dans le prestigieux quartier du Vésinet. Cuisine spacieuse, salle de bain rénovée, jardin bien entretenu avec des rosiers vivaces, proximité des écoles et des parcs. Ce même soir, Quentin a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis ce samedi matin fatidique, bien qu'il ait laissé plusieurs messages sur mon répondeur. D'abord en colère, puis plus conciliant. « Salut, maman. » Sa voix semblait incertaine. « Comment vas-tu ? » « Bien, merci, » ai-je répondu d'un ton neutre. « Et toi ? » « Je vais bien. Écoute, à propos de samedi, je voulais m'excuser. J'ai surréagi. J'en ai trop dit. Je suis désolée. » Ces excuses ne semblaient pas sincères, plus une formalité, mais j'ai décidé de laisser passer. « D'accord, j'accepte tes excuses, ai-je dit. « Alors, tout va bien entre nous ?» a-t-il demandé avec espoir. Les enfants et moi pourrions passer dimanche pour le déjeuner, comme d'habitude. J'ai réfléchi. Je devais avoir une journée portes ouvertes pour les visites dimanche, et Marc m'avait déconseillé d'être à la maison à ce moment-là. De plus, je n'étais pas sûre d'être prête à voir Quentin si tôt après son éclat. « Ça ne va pas être possible ce dimanche, » ai-je dit. « J'ai des projets. » Des projets. Il y avait de la surprise dans sa voix. Quel genre de projet? Personnel, ai-je répondu sèchement. Oh, d'accord. Il semblait perplexe. Peut-être la semaine prochaine alors. On verra. Je ne voulais pas faire de promesses définitives. Je te rappellerai. Après avoir parlé à Quentin, je me suis sentie étrangement soulagée. Je ne lui avais pas menti ouvertement, mais je ne lui avais pas parlé de la vente de la maison non plus. Une partie de moi se sentait coupable, mais une autre partie réalisait que ce n'était pas le moment pour des explications dramatiques. Laissons les choses suivre leur cours. Le samedi, Marc a appelé avec de bonnes nouvelles. Nous avons déjà quelques acheteurs intéressés, a-t-il rapporté. Ils veulent voir la maison demain pendant la journée portes ouvertes. Je m'attends à une bonne activité. La journée portes ouvertes du dimanche a été un succès. J'ai passé la journée chez mon amie Béatrice. Et quand je suis rentrée le soir, Marc a rapporté que 15 acheteurs potentiels avaient visité la maison et que 3 d'entre eux montraient un intérêt sérieux. Je pense que nous aurons notre première offre cette semaine, a-t-il dit. Je ne m'étais pas trompée en choisissant Marc comme agent immobilier. Il travaillait efficacement et me tenait informée de tous les détails. La première offre est arrivée le mardi, 720 000 € d'un couple avec 2 enfants. Nous avons décidé d'attendre quelques jours de plus, et ce fut la bonne décision. Le jeudi, la deuxième offre est arrivée, 740 000 € d'un jeune couple attendant leur premier-né. Ils sont tombés amoureux de votre roseraie, a dit Marc. La femme a dit qu'elle avait toujours rêvé d'une maison avec une roseraie. Cela m'a touchée. C'est agréable de savoir que mes roses plairont à leur nouveau propriétaire. Au milieu de la semaine, j'ai commencé à chercher un logement pour moi. Héloïse m'a envoyé des liens vers des maisons à Menton, une petite ville côtière où elle s'était installée. J'ai adoré une petite maison de plain-pied avec une véranda donnant sur la mer. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine-salon lumineuse, et le meilleur de tout, à seulement 5 minutes à pied de la maison d'Héloïse. C'est parfait pour toi, Judith, m'a dit Héloïse au téléphone. Assez de place pour toi et pour les invités si les petits-enfants veulent venir, mais pas trop grand pour que le ménage soit une corvée.
Et le prix est très raisonnable, 420 000 euros. J'ai contacté un agent immobilier local et il m'a envoyé plus de photos et d'informations sur la maison. Plus j'en apprenais, plus j'avais envie de l'acheter. J'ai commencé à rêver de me réveiller au son de l'océan, de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse, de me promener sur la plage au coucher du soleil. Le vendredi, la troisième offre pour ma maison est arrivée. 760 000 euros, 10 000 de plus que notre prix demandé. Un couple de personnes âgées dont les enfants avaient grandi voulait se rapprocher de leurs petits-enfants qui vivaient au Vésinet. C'est une excellente offre, a dit Marc. Et ils peuvent conclure la vente rapidement car ils ont déjà un accord de principe pour un prêt immobilier. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas hésité. Acceptons leur offre. Marc a commencé à préparer les documents nécessaires et j'ai contacté un agent immobilier à Menton et j'ai fait une offre pour cette maison au bord de la mer. Tout se passait si vite que j'avais parfois l'impression de regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Le week-end, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas tout, bien sûr. Il me restait encore quelques semaines avant la signature de la vente, mais les objets que j'emporterais certainement avec moi. Albums photos, livres préférés, souvenirs. J'ai décidé que je laisserais la plupart des meubles aux nouveaux propriétaires. Ils avaient été choisis spécifiquement pour cette maison et ne conviendraient probablement pas à mon nouveau logement. Dimanche soir, Hélène a appelé. C'était inhabituel. Elle préférait généralement communiquer par SMS. Judith, salut. Sa voix semblait nerveuse. Comment vas-tu? Bien, merci. Ai-je répondu en continuant à trier les photos sur la table de la cuisine. Écoute, j'appelle à propos de Quentin. Il est toujours contrarié par votre dispute, même s'il ne l'admettra pas. Il s'attendait à ce que vous vous réconciliiez au dîner de dimanche, mais tu as annulé. Et cette fois aussi. Il commence à penser que tu l'évites. Je ne l'évite pas, Hélène, ai-je dit, en pliant soigneusement les photos dans une enveloppe. C'est juste que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Des choses. Elle semblait intriguée. Quel genre de choses? Je n'étais pas prête à révéler la vérité, alors j'ai répondu évasivement. Juste des affaires personnelles. Rien de spécial. Je vois. Elle ne m'a manifestement pas cru, mais elle n'a pas insisté. Quoi qu'il en soit, je pense que Quentin serait content si tu l'appelais. Ou peut-être qu'on pourrait venir dîner chez toi cette semaine. Les enfants s'ennuient de leur grand-mère. La pensée des petits-enfants m'a serré le cœur. Ils me manquaient vraiment, surtout la petite Lily. Mais je savais aussi que si je les voyais maintenant, je pourrais flancher et leur annoncer mes projets à l'avance. Reportons ça à la semaine prochaine, d'accord? Ai-je suggéré. Je suis vraiment occupée en ce moment. D'accord. Hélène semblait déçue. Mais ça va? Tu n'es pas malade ou quelque chose comme ça? Non, je vais très bien, les jeux assurés. C'est juste, beaucoup de choses à faire. Après avoir parlé à Hélène, j'ai eu un pincement de conscience. Peut-être que je faisais mal en cachant mes projets à ma famille. Mais je me suis souvenu de Quentin me criant dessus, menaçant d'appeler la police, me traitant de vieille femme égoïste. Non, je faisais ce qu'il fallait. J'ai le droit de disposer de ma vie et de mes biens sans son approbation ou sa permission. Lundi, j'ai reçu la bonne nouvelle que mon offre pour la maison de Menton avait été acceptée. Maintenant, je devais passer par les formalités et signer les papiers. L'agent immobilier m'a dit que tout pouvait se faire à distance. Je n'avais même pas besoin de venir avant la signature. Vous pouvez signer tous les documents ici en présence d'un notaire et nous les envoyer, a-t-il expliqué. Et quand vous arriverez, les clés vous attendront dans mon bureau. Cette nouvelle a encore renforcé ma détermination. Maintenant, j'avais un plan concret, un endroit concret où aller. Ce n'était plus un vague rêve de déménager quelque part loin de Quentin. C'était une vraie maison dans une vraie ville avec l'océan devant ma fenêtre et une amie à côté. Le même jour, j'ai commencé à chercher des entreprises de déménagement qui pourraient transporter mes affaires sur la Côte d'Azur. J'en ai choisi quelques-unes et j'ai demandé des devis. J'ai aussi commencé à regarder des meubles pour la nouvelle maison. Les magasins en ligne offraient de nombreuses options et je pouvais commander tout ce dont j'avais besoin avec une livraison directe à la nouvelle maison. Mardi, Marc a apporté les documents pour signer un compromis de vente avec ce couple de personnes âgées. Il voulait une signature rapide, en un mois seulement, ce qui me convenait parfaitement. Cela signifiait que dans 30 jours, je serais libérée de cette maison et de tous les souvenirs qui y sont associés. Ce sont des gens très gentils, a dit Marc pendant que je parcourais les documents.
Ils s'appellent Albert et Dorothée Poirier. Ils ont vécu 45 ans dans leur maison précédente et ne déménagent que parce que leurs filles et leurs enfants vivent ici au Vésinet. Je suis contente que la maison aille à de bonnes personnes, dis-je en signant les papiers. J'espère qu'ils y seront heureux. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, pensant aux changements à venir. Je me suis souvenu comment Edmond et moi avions emménagé dans la maison, jeunes et pleins d'espoir, avec le petit Quentin. Comment nous l'avions progressivement meublé, rénové, transformé en un véritable foyer familial. Comment Edmond avait construit une balançoire pour Quentin dans le jardin. Comment nous organisions des barbecues pour les voisins chaque été. Comment nous célébrions les anniversaires et les anniversaires de mariage. Mais ensuite, j'ai pensé à l'avenir. La maison au bord de la mer. Les nouveaux amis que je rencontrerais. La vie tranquille sans la pression constante de Quentin. Et j'étais soulagée. Je ne trahissais pas la mémoire d'Edmond en vendant la maison. Il avait toujours dit, ce n'est pas où tu vis, mais comment tu vis. Et j'avais l'intention de bien vivre, avec dignité, et selon mes propres termes. Mercredi, je devais aller à la banque pour discuter des détails du transfert de l'argent après la vente de la maison. En passant devant la maison de Quentin et Hélène, j'ai vu Quentin qui sortait juste de la maison pour se diriger vers sa voiture. Pendant un instant, j'ai eu l'envie de m'arrêter et de lui parler, de lui annoncer mes projets. Mais j'ai continué ma route sans ralentir. Ce n'était pas encore le moment. À la banque, ils m'ont aidé à régler toutes les formalités nécessaires pour le transfert des fonds après la vente de la maison. Une partie de l'argent sera utilisée pour acheter la nouvelle maison. Une partie sera transférée sur mon compte bancaire local là-bas, et le reste restera sur mon compte actuel ici jusqu'à ce que je décide quoi en faire. Vous faites un grand changement dans votre vie, Madame Lefebvre, a remarqué le directeur de la banque, un jeune homme nommé Brandon. Déménager dans une autre région à votre âge est un geste audacieux. Il faut être courageux à mon âge, ai-je répondu avec un sourire. Sinon, le reste de votre vie sera passé à regretter ce que vous n'avez pas fait. En rentrant à la maison, j'ai trouvé un message de Quentin sur mon répondeur. Maman, c'est moi. Hélène et moi sommes inquiets pour toi. Tu ne réponds pas à ton portable, tu annules nos rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es toujours en colère à cause de l'incident avec la décoratrice, je me suis déjà excusée. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai effacé le message sans rappeler. Que pouvais-je lui dire? Je suis désolée, mon fils, mais je vends la maison dont tu rêves et je déménage à l'autre bout du pays parce que tu me traites comme un fardeau. Non, cette conversation pouvait attendre. Au lieu de cela, j'ai appelé Héloïse et je lui ai raconté les dernières nouvelles. Tu fais ce qu'il faut, Judith, a-t-elle dit fermement. Ton fils s'est très mal comporté. Il te considère comme sa propriété, pas comme une personne indépendante. C'est bien qu'on lui donne une leçon. Mais je me sens un peu coupable de lui cacher mes projets, ai-je admis. S'est-il senti coupable quand il t'a crié dessus et a menacé d'appeler la police? A demandé Héloïse. Quand il a prévu de rénover ta maison sans ton consentement, quand il a laissé entendre qu'il était temps pour toi de déménager dans une résidence pour seniors. Non, ai-je soupiré. Bien sûr que non. Exactement, a-t-elle dit avec de l'acier dans la voix. Tu ne dois rien à personne, Judith. C'est ta vie et tu as tout à fait le droit de la vivre comme tu l'entends. Après avoir parlé à Héloïse, j'étais soulagée. Elle était toujours capable de voir la situation clairement, sans les nuages émotionnels qui affectent si souvent les relations familiales. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'activités. J'ai continué à faire mes cartons, à prendre des dispositions avec l'entreprise de transport, à résilier les contrats de service public et à organiser le transfert de mon courrier à une nouvelle adresse. Chaque jour me rapprochait de ma nouvelle vie, et chaque jour je me sentais de plus en plus confiante dans ma décision. Samedi, c'était l'inspection finale de la maison par les acheteurs. Albert et Dorothée Poirier se sont avérés être un couple vraiment charmant, poli, amical et enthousiaste à propos de leur nouvelle maison. Votre jardin est magnifique, a dit Dorothée alors que nous faisions le tour du terrain. J'ai toujours voulu une roseraie, mais notre maison précédente avait trop d'ombre. Les roses demandent de l'attention, mais elles en valent la peine, ai-je répondu en lui montrant mes buissons préférés. Celui-ci, blanc, a 20 ans. Pouvez-vous le croire? Je l'ai ramené de la pépinière quand il n'était pas plus haut qu'un crayon. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai soin, a promis Dorothée, en touchant doucement la fleur blanche comme neige. Albert était plus intéressé par les aspects techniques de la maison,
le système de chauffage, la climatisation, l'état du toit. Mais il a aussi trouvé le temps d'exprimer son admiration. « Vous avez une belle maison, Madame Lefebvre », a-t-il dit en me serrant la main en guise d'adieu. « Nous promettons d'en prendre bien soin. » Après leur départ, j'ai ressenti un étrange soulagement. La maison passerait entre de bonnes mains. Elle serait aimée et appréciée. C'était important pour moi. Dimanche, Marc a apporté les derniers papiers à signer. Tout était prêt pour la clôture de la vente, qui devait avoir lieu dans 2 semaines. J'ai également reçu les documents de l'agent immobilier de Menton. Mon achat avançait également sans problème et la signature était prévue pour le même jour que la vente de cette maison. Tout s'imbrique parfaitement, a dit Marc en rassemblant les documents signés. Vous vendez une maison et en achetez une autre le même jour. C'est comme dans un film. Oui, c'est une sensation étrange, ai-je admis. Comme si quelqu'un avait écrit le scénario de ma vie et que tout se déroulait exactement comme prévu. Vous n'avez toujours pas prévenu votre famille, a-t-il demandé prudemment. J'ai secoué la tête. Non. Je sais que je devrais, mais chaque fois que je pense à cette conversation, je me sens mal. Je comprends, a acquiescé Marc. Mais peut-être qu'il vaut mieux leur dire avant la clôture de la vente, pour qu'ils aient le temps de s'habituer à l'idée. Je savais qu'il avait raison. Quentin serait furieux quand il apprendrait que j'avais vendu la maison sans le consulter, sans lui proposer de l'acheter, sans lui demander sa permission. Mais plus je repoussais cette conversation, plus il était difficile de l'entamer. J'y réfléchirai, ai-je promis à Marc. Peut-être la semaine prochaine. Après le départ de Marc, je suis restée assise dans le salon pendant un long moment, regardant les photos que je n'avais pas encore emballées. Edmond le jour de notre mariage, avec un large sourire et une lueur dans les yeux. Quentin dans sa toge de diplômé, fier de son diplôme. Mes petits-enfants sur la photo de Noël de l'année dernière. Ma famille. Malgré tout ce qui s'était passé, ils étaient toujours ma famille. Mais ils n'étaient pas mes propriétaires, n'avaient aucun droit de me dicter comment je devais vivre ma vie. Et si Quentin ne pouvait pas comprendre cela, s'il ne me voyait que comme un obstacle à ses projets, ou au mieux comme une baby-sitter gratuite pour ses enfants, alors peut-être que la distance entre nous serait bénéfique pour notre relation. Peut-être que lorsque je vivrais sur la Côte d'Azur, il commencerait à apprécier mon temps et mon attention qu'il tenait maintenant pour acquis. Quoi qu'il en soit, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Je méritais une vie tranquille et heureuse, selon mes propres termes. Et si cela nécessitait de vendre la maison et de déménager à l'autre bout du pays, j'étais prête à le faire. Avec cette pensée en tête, je me suis levée pour continuer à faire mes cartons. Dans 2 semaines, je signerai les papiers pour vendre la maison, et un nouveau chapitre de ma vie commencerait. Un chapitre que j'écrirais moi-même, sans l'ingérence ni l'approbation de personne. J'étais dans le bureau de Marc Lambert, regardant les papiers que je venais de signer. Officiellement, la maison ne m'appartenait plus. Elle était passée en possession d'Albert et Dorothée Poirier, le couple de personnes âgées qui avaient exprimé un tel enthousiasme sincère pour ma roseraie. Je me sentais étrangement légère, comme si je m'étais délestée d'un lourd sac à dos que je portais depuis des années. Félicitations, Madame Lefebvre. Marc m'a serré la main. La vente est conclue. L'argent sera viré sur votre compte dans les 24 heures. Merci pour tout, Marc. J'ai souri. Vous avez rendu ce processus beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. C'est mon travail. Il a souri en retour. Et votre achat à Menton? Tout s'est bien passé? Oui, je viens de recevoir la confirmation de l'agent immobilier là-bas. La maison est officiellement à moi. Les clés m'attendront à son bureau quand j'arriverai la semaine prochaine. C'est formidable. Marc m'a tendu un dossier avec des copies de tous les documents. Gardez-les en lieu sûr. Avez-vous déjà prévenu votre fils? J'ai secoué la tête. Non. Je sais que j'aurais dû, mais chaque fois que j'allais le faire, quelque chose m'arrêtait. Je comprends, a acquiescé Marc. Les relations familiales peuvent être compliquées, mais maintenant que la vente est conclue, c'est peut-être le moment. Oui, vous avez raison. Je vais lui dire aujourd'hui. En sortant du bureau de Marc, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Le soulagement de la vente conclue, l'excitation du déménagement imminent, et l'anxiété de l'inévitable conversation avec Quentin. J'ai décidé de ne pas la repousser, et j'ai composé son numéro dès que je suis montée dans la voiture. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Quentin était probablement au travail et ne pouvait pas répondre. Quentin, c'est maman, ai-je dit après le bip.
J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu pourras. J'ai passé le reste de la journée à emballer les dernières choses que j'allais emporter. L'entreprise de déménagement devait arriver dans 2 jours pour récupérer mes cartons. Selon les termes de mon contrat avec les poiriers, j'avais 5 jours pour vider complètement la maison. Le soir, alors que je prenais un thé dans la cuisine, on a sonné à la porte. En ouvrant, j'ai vu Madame Collin, ma voisine de droite, avec qui nous échangions souvent des recettes et des conseils de jardinage. Judith, ma chère, elle avait l'air inquiète. C'est vrai que vous avez vendu la maison? J'ai vu l'agent immobilier enlever le panneau à vendre cet après-midi. J'ai soupiré. Bien sûr, dans un quartier comme le nôtre, les nouvelles vont vite. Oui, Martine, c'est vrai. Je déménage sur la Côte d'Azur. J'ai acheté une petite maison au bord de la mer. Mais, pourquoi? Elle semblait sincèrement perplexe. Vous n'avez jamais dit que vous vouliez déménager. Et Quentin et les enfants? Ils déménagent aussi? Non, ils restent ici. J'ai souri, essayant d'avoir l'air insouciante. J'ai juste décidé qu'il était temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Héloïse, vous vous souvenez de mon amie de l'université? Elle a déménagé il y a 1 an, et elle est très heureuse. J'ai acheté une maison près de la sienne. Oh! Martine a secoué la tête. Quentin doit être contrarié. Il a toujours dit combien il aimait cette maison. Oui, eh bien. Je ne savais pas quoi dire. La vie est pleine de changements, n'est-ce pas? Martine a encore parlé un peu de la météo et de ses petits-enfants et de combien je lui manquerais, puis elle est partie, sans doute pour annoncer la nouvelle aux autres voisins. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre, me sentant fatiguée. Maintenant que les voisins le savaient, ce n'était qu'une question de temps avant que la nouvelle n'atteigne Quentin. Je ne me suis pas trompée. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Quentin. Maman. Sa voix semblait étrange. Je viens de recevoir un appel de Madame Norton. Elle a dit que tu as vendu la maison. C'est une sorte de mauvaise blague? Madame Norton vivait 3 maisons plus loin et était une commère bien connue du quartier. Bien sûr, elle n'avait pas pu s'empêcher d'appeler Quentin avec une nouvelle aussi croustillante. Non, Quentin, ce n'est pas une blague. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vraiment vendu la maison. La vente a été conclue ce matin. Un lourd silence s'est installé à l'autre bout du fil. Tu as, quoi? A-t-il finalement réussi à articuler? Tu as vendu la maison, sans que je le sache, sans en discuter avec moi? Oui, ai-je simplement répondu. Mais comment as-tu pu? Sa voix a commencé à monter. Cette maison, c'est notre maison de famille. J'y ai grandi. Comment as-tu pu la vendre sans me consulter? Quentin, je t'ai laissé un message aujourd'hui. Je voulais en discuter avec toi. Après avoir vendu la maison, criait-il presque maintenant. À quoi bon? Qu'est-ce que tu vas faire? Où vas-tu déménager? J'ai acheté une maison sur la Côte d'Azur, dis-je calmement. Elle est petite mais très agréable, près de l'océan, non loin d'Héloïse. La Côte d'Azur. On aurait dit que je disais que je déménageais sur Mars. Tu plaisantes? Tu vas déménager dans une autre région sans même en discuter avec nous? Et les enfants? Et Lily? Tu sais, elle a pleuré la semaine dernière parce qu'elle ne t'a pas vu. La mention de Lily m'a piqué au cœur, mais je ne me suis pas laissé aller au chantage émotionnel. Les enfants me manqueront, Quentin, mais je ne disparais pas de la surface de la Terre. Il y a les téléphones, les appels vidéo, et vous pourrez toujours venir me rendre visite. J'aurai beaucoup de place pour vous tous. Maman, tu ne comprends pas. Sa voix tremblait de rage contenue. On ne peut pas simplement prendre l'avion quand on veut. J'ai du travail. Les enfants ont l'école. Pourquoi diable as-tu même décidé de partir? Qu'est-ce qui t'a pris? Rien ne m'a pris, Quentin, ai-je répondu, en essayant de rester calme. J'ai juste décidé qu'il était temps de vivre pour moi. Pendant les 30 dernières années, j'ai vécu pour les autres, pour toi, pour ton père, pour tes enfants. Maintenant, c'est mon tour. C'est à cause de l'histoire de la décoratrice. Il a baissé la voix. Maman, je me suis déjà excusée pour ça. J'ai eu tort. Je l'admets. Mais vendre la maison, déménager dans une autre région, c'est trop. Ce n'était pas seulement cette histoire, Quentin. J'ai soupiré. Ce n'était que la goutte d'eau. Tu me traites depuis longtemps non pas comme une mère,
mais comme une babysitter gratuite et un obstacle à ce que tu veux. Quoi? Ce n'est pas vrai. S'est-il exclamé. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je me suis toujours soucié de toi. Vraiment. Mon irritation grandissait. Alors pourquoi continues-tu à insinuer qu'il est temps pour moi de déménager dans un endroit plus petit? Pourquoi demandes-tu de l'argent pour ta nouvelle maison sans penser que j'en ai peut-être besoin moi-même? Pourquoi fais-tu venir une décoratrice pour planifier des rénovations dans ma maison sans me demander mon avis? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Quentin a parlé, sa voix froide et calculatrice. Tu as vendu la maison. Combien en as-tu obtenu? La question m'a prise au dépourvu par sa franchise. Ça ne te regarde pas, Quentin. Ça ne me regarde pas. Il a ri sans joie. C'est la maison de famille, maman. La maison où j'ai grandi. La maison de mon père. Et tu dis que ça ne me regarde pas. C'était ma maison, Quentin. J'ai essayé de parler calmement mais fermement. La mienne et celle de ton père. Nous l'avons achetée. Nous avons payé le crédit pendant 30 ans. Quand ton père est mort, elle m'est revenue. C'était ma propriété, et j'avais tout à fait le droit d'en disposer comme je l'entendais. Mais tu aurais dû me la proposer. Sa voix tremblait d'indignation. Si tu décidais de la vendre, tu aurais dû me demander si je voulais l'acheter d'abord. Aurais-tu pu te le permettre? Ai-je demandé sans détour. Eh bien, peut-être pas tout de suite, a-t-il balbutié. Mais nous aurions pu trouver un arrangement. Tu aurais pu me donner le temps de réunir l'argent, ou nous aurions pu organiser un plan de paiement échelonné. Oh, Quentin, les jeux interrompus. Tu m'as dit toi-même que vous n'aviez pas assez pour un acompte sur une nouvelle maison. Comment aurais-tu pu acheter celle-ci, qui coûte une fois et demie plus cher? Alors, c'est comme ça. Sa voix est devenue glaciale. Tu as choisi de vendre la maison à des étrangers au lieu d'aider ton propre fils. Je n'ai pas à te donner ma propriété, Quentin, dis-je avec lassitude. Et franchement, après la façon dont tu m'as traité dernièrement, je ne suis pas sûr de le vouloir. De quoi tu parles? J'ai toujours été un bon fils. Je te rendais visite. Je t'appelais. Je prenais soin de toi. Quand tu avais besoin de quelque chose, ai-je terminé pour lui? Quand tu avais besoin d'une nounou pour les enfants ou d'argent pour une nouvelle maison, ou quand tu voulais rénover ma maison parce que tu la considérais déjà comme la tienne. Ce n'est pas juste, maman. Il criait presque. J'ai fait tout ça pour toi. Une nouvelle maison aurait été mieux pour toi, avec une chambre au rez-de-chaussée pour que tu n'aies pas à monter les escaliers. Les rénovations auraient rendu ta maison plus moderne et plus sûre. Je pensais à toi. Non, Quentin. J'ai secoué la tête même s'il ne pouvait pas le voir. Tu pensais à toi, à quel point ce serait pratique de m'avoir sous la main pour garder les enfants, à quel point ce serait bien d'avoir ma maison après que j'ai déménagé dans un endroit plus petit. Tu n'as jamais demandé ce que je voulais. Tu as simplement supposé qu'à mon âge, je devrais être reconnaissante de toute attention et prête à donner tout ce que j'ai. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je n'entendais que la respiration lourde de Quentin. Je n'arrive pas à y croire, a-t-il dit finalement. Tu as vendu la maison sans me consulter. Tu déménages dans une autre région sans penser à tes petits-enfants. Et maintenant tu m'accuses d'être un mauvais fils après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas dit que tu étais un mauvais fils, Quentin. J'ai soupiré. Je dis juste que tu as cessé de me voir comme une personne avec mes propres désirs et droits. Tu ne me vois que comme une ressource à utiliser. C'est ridicule, a-t-il reniflé. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Déménage sur la Côte d'Azur, vis au milieu des vieux, oublie ta famille. Mais ne t'attends pas à ce que nous te rendions visite ou que nous t'appelions en vidéo chaque semaine. Tu as fait ton choix. Sur ces mots, il a raccroché. Je suis resté longtemps à regarder le téléphone dans ma main. Je m'attendais à ce que la conversation soit difficile, mais la réalité était encore pire. Quentin n'était pas seulement contrarié ou déçu. Il était furieux. Et le pire de tout, c'est qu'il ne voyait rien de mal dans son comportement. À ses yeux, j'étais une mère ingrate qui avait trahi sa famille en vendant la maison et en décidant de vivre sa propre vie. J'ai mis la bouilloire en marche et je me suis préparé une tasse de tisane à la camomille, essayant de me calmer. Au moment où je m'asseyais à table, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Hélène. Judith. Sa voix semblait tendue. C'est vrai que tu as vendu la maison. Oui, Hélène, c'est vrai, ai-je répondu, me préparant à une autre série d'accusations.
Et tu déménages sur la Côte d'Azur. On aurait dit qu'elle ne pouvait pas y croire. Oui, j'ai acheté une petite maison près de l'océan. Je déménage la semaine prochaine. Mais, pourquoi? Elle semblait sincèrement confuse. Tu n'as jamais dit que tu voulais partir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai soupiré. Hélène avait toujours été plus sensée que Quentin, plus capable de voir les choses sous différents angles. Beaucoup de choses, Hélène, mais surtout, j'ai réalisé que je voulais vivre pour moi-même. Ces dernières années, je n'ai existé que comme grand-mère pour tes enfants, comme source potentielle d'argent pour votre nouvelle maison, comme un obstacle à ce que Quentin pensait être son dû. Ce n'est pas vrai, Judith, a-t-elle objecté, mais sans grande conviction. Nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Tu es une partie importante de notre famille. Vraiment. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Alors pourquoi Quentin continue-t-il à insinuer qu'il est temps pour moi de déménager dans une maison de retraite? Pourquoi considérez-vous tous les deux comme acquis que je garderai les enfants à chaque fois que vous en aurez besoin? Pourquoi faites-vous venir une décoratrice dans ma maison sans me demander mon avis? Hélène est restée silencieuse un moment. Je réalise que cela a pu paraître déplacé, a-t-elle finalement dit. Et je suis désolée si nous t'avons donné l'impression de ne pas être appréciée. Mais déménager si loin. Les enfants vont te manquer. Surtout Lily. Ils me manqueront aussi, Hélène, dis-je plus doucement. Ils peuvent venir me rendre visite pendant les vacances et nous pouvons faire des appels vidéo. Quentin est très contrarié, a-t-elle dit après une pause. Il a l'impression que tu l'as trahi. Je sais, mais je ne l'ai pas trahi, Hélène. J'ai juste décidé de vivre ma propre vie, pas celle qu'il avait prévue pour moi. Il a besoin de temps pour se calmer, a-t-elle soupiré. Il a toujours beaucoup ressemblé à son père. Têtu et colérique. Mais il t'aime, Judith. Il ne sait juste pas comment le montrer correctement. Je l'aime aussi, Hélène. C'est mon fils. Mais l'amour ne signifie pas que je doive sacrifier mon bonheur pour son confort. Nous avons parlé encore un peu. Hélène était plus compréhensive que Quentin, mais je sentais qu'elle ne soutenait pas non plus pleinement ma décision. À ses yeux, être grand-mère aurait dû être une priorité dans ma vie, et mon choix de déménager était égoïste. Après avoir parlé à Hélène, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message de Quentin. Il avait été envoyé quelques minutes auparavant. Maman, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait ça. Vendre la maison où j'ai grandi. La maison où sont enterrés les souvenirs de papa. La maison qui devait un jour me revenir, à moi et à mes enfants. Tu l'as vendue à des étrangers sans me la proposer, sans me demander mon avis, sans même me faire part de tes projets. Tu dis que je ne te voyais pas comme une personne avec ses propres désirs. Mais m'as-tu vu comme un fils qui a le droit de savoir pour des décisions aussi importantes? As-tu pensé à mes sentiments, aux sentiments de mes enfants? Tu m'accuses de penser que ta maison était la mienne, mais elle était la mienne dans le sens où c'était la maison de mon enfance, la maison de mon père, la maison de ma famille. Tu nous as volé cette maison, cette partie de notre histoire. Tu dis que tu veux vivre pour toi. Eh bien, félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, tu es libre de tes obligations envers ta famille. Libre de ne plus avoir à être près de petits-enfants qui t'aiment et qui ont besoin de toi. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner pour ça. Pas pour avoir vendu la maison, bien que ça fasse mal aussi. Mais pour le fait que tu n'aies même pas jugé bon d'en discuter avec moi, pour avoir fait passer tes propres désirs avant le bien-être de ta famille. J'espère que tu seras heureuse sur la Côte d'Azur. Je l'espère vraiment, parce que le prix de ce bonheur est la relation avec ton fils et sa famille. Quentin. J'ai relu la lettre plusieurs fois, sentant les larmes me monter aux yeux. Quentin avait raison sur un point. Je n'avais pas discuté avec lui de ma décision de vendre la maison. J'aurais dû, ne serait-ce que par respect pour ses sentiments et les souvenirs associés à cet endroit. Mais pour le reste, il ne pouvait tout simplement pas, ou ne voulait pas, comprendre mon point de vue. Il lui était inconcevable que je puisse vouloir autre chose que le rôle de grand-mère, toujours disponible pour ses enfants, ou de gardienne de la maison qu'il considérait comme son héritage. J'ai commencé à écrire une réponse, effaçant et réécrivant des phrases plusieurs fois. Comment expliquer à mon fils que je l'aime, mais que je ne veux pas vivre selon ses idées de ce que ma vie devrait être? Comment lui faire comprendre que j'aime mes petits-enfants, mais que je ne veux pas qu'ils soient le seul sens de mon existence? Cher Quentin, je comprends ta douleur et ta frustration. J'aurais dû discuter de la vente de la maison avec toi, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu as raison. C'était la maison de ton enfance, et tu avais le droit de connaître mes projets.
Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que j'ai fait passer mes propres désirs avant le bien-être de la famille. Quentin, faire partie d'une famille ne signifie pas renoncer à sa propre vie. Cela ne signifie pas être toujours disponible quand tu as besoin d'une baby-sitter. Cela ne signifie pas te donner sa maison simplement parce que tu penses qu'elle te revient de droit. Je t'aime, toi et tes enfants. Je serai toujours votre famille, peu importe où je vis. Mais je suis aussi un être humain avec mes propres rêves et projets. Et en ce moment, je veux vivre la vie dont j'ai toujours rêvé, dans une petite maison au bord de la mer, avec la possibilité de me réveiller au son des vagues et de m'endormir sous un ciel étoilé. Tu dis que le prix de mon bonheur est ma relation avec toi et ta famille, mais ce n'est pas le cas. Ces relations sont entre tes mains. Tu peux décider que ma vie doit tourner autour de toi et me tourner le dos parce que j'ai choisi un chemin différent. Ou tu peux réaliser que j'ai droit à mes propres décisions et maintenir notre lien malgré la distance. Le choix t'appartient, Quentin. Je vous attendrai, toi et les enfants, sur la Côte d'Azur quand vous serez prêts à venir. Avec tout mon amour, maman. J'ai relu la lettre plusieurs fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Je ne savais pas si Quentin pourrait comprendre mon point de vue, mais j'avais fait de mon mieux pour expliquer mes sentiments. J'ai passé le reste de la soirée à emballer mes dernières affaires et à penser à la conversation avec Quentin. Sa réaction était attendue, mais cela ne la rendait pas moins douloureuse. J'espérais qu'avec le temps, il serait capable, sinon d'accepter, du moins de se faire à ma décision. Mais même s'il ne le faisait pas, je ne regrettais pas mon choix. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je vivais ma propre vie, pas celle que les autres attendaient de moi. Avant de me coucher, j'ai regardé des photos de ma nouvelle maison. Des pièces lumineuses, une terrasse accueillante et une vue sur l'océan. Une nouvelle vie m'attendait et j'étais prête, malgré la douleur de la séparation avec le passé et l'incertitude d'une future relation avec mon fils. Mon téléphone a vibré, m'alertant d'un nouvel email. C'était une réponse de Quentin, courte et froide. Je n'arrive pas à croire que tu ne vois pas à quel point tu es égoïste. Mais tu as raison sur un point. Le choix m'appartient. Et je choisis de ne pas avoir de relation avec une personne qui se débarrasse si facilement de sa famille pour un rêve de maison au bord de l'océan. Bonne chance sur la Côte d'Azur. J'ai fermé la lettre, sentant mon cœur se serrer. Mais même à travers la douleur, j'ai ressenti un calme étrange. Quentin était un homme adulte capable de prendre ses propres décisions. Je ne pouvais pas contrôler ses réactions. Je ne pouvais contrôler que mes actions. Et j'ai choisi de vivre ma vie comme je le jugeais bon pour moi, même si cela signifiait une séparation temporaire d'avec mon fils. Demain commence un nouveau jour, un autre pas vers ma nouvelle vie. Et qui sait, peut-être qu'un jour Quentin réalisera que ma décision n'était pas contre lui, que je ne le rejetais pas, ni lui ni ses enfants. J'ai simplement choisi de me choisir, moi, et il n'y avait rien de mal à cela. La ville côtière de Bellerive m'a accueilli avec un soleil doux et une brise chaude venant de la mer. Quand je suis sortie du taxi devant ma nouvelle maison, la première chose que j'ai sentie, c'est l'odeur de l'eau salée et des lauriers roses en fleurs. La petite maison de plain-pied aux murs blancs et aux volets bleus ressemblait exactement aux photos, mais encore plus confortable et accueillante. Héloïse m'attendait sur la terrasse, assise dans un fauteuil à bascule en osier avec 2 verres de citronnade. « Bienvenue chez toi, Judith. » Elle s'est levée pour me prendre dans ses bras. J'ai serré mon amie dans mes bras, sentant la tension des dernières semaines commencer à se dissiper. La vente de la maison, le conflit avec Quentin, le long voyage, tout cela était derrière moi. Un nouveau chapitre de ma vie s'ouvrait devant moi. J'ai les clés. Héloïse a agité le porte-clés. L'agent immobilier me les a données hier. Tu veux d'abord voir la maison ou te reposer? La maison d'abord. J'ai souri. J'ai hâte de la voir de l'intérieur. Nous avons monté les 3 marches de la terrasse et Héloïse m'a cérémonieusement remis les clés. Ton domaine, tes clés, ta vie, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Un salon spacieux avec des baies vitrées donnant sur la mer, une cuisine lumineuse avec un bar pour le petit déjeuner, 3 chambres confortables, 2 salles de bain. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Mais la réalité était encore meilleure que les photos. La lumière qui entrait par les grandes fenêtres donnait aux pièces un éclat particulier. Et le bruit des vagues venant de la plage créait une sensation de proximité avec la nature. « Qu'en penses-tu » a demandé Héloïse quand nous avons fini la visite. « C'est parfait, dis-je, sans cacher mon enthousiasme. Tout simplement parfait. » Le jour même, un camion est arrivé avec mes affaires, les quelques meubles que j'avais décidé d'emporter, des cartons de livres, d'albums photos et de souvenirs.
Héloïse m'a aidé à déballer et à tout mettre en place. Le soir, la maison avait l'air habitée, bien qu'il manque encore beaucoup de choses. Demain, nous irons faire les magasins, a dit Héloïse alors que nous étions assises sur la terrasse, regardant le coucher de soleil sur la mer. Tu as besoin d'acheter un tas de choses pour la maison. Oui, j'ai hoché la tête, sirotant ma citronnade fraîche. Mais j'ai déjà l'essentiel, un lit, une table, quelques chaises. Le reste peut être ajouté progressivement. Comment te sens-tu ? A demandé Héloïse, me regardant attentivement. Après tout ce qui s'est passé avec Quentin. J'ai soupiré. La douleur de la dernière conversation avec mon fils était encore vive. Triste, bien sûr. Mais je ne regrette pas ma décision. Peut-être qu'il a raison, et que j'ai été égoïste. Mais ne méritais-je pas un peu d'égoïsme après toutes ces années ? Bien sûr que si, a dit Héloïse fermement. Tu lui as donné les meilleures années de ta vie. Tu as été là pour lui quand il avait besoin d'aide avec les enfants. Tu l'as toujours soutenu. Maintenant, c'est ton tour, Judith. Et s'il ne peut pas le comprendre, c'est son problème, pas le tien. J'ai hoché la tête, regardant le ciel qui rosissait. Héloïse avait raison. Je méritais cette nouvelle vie. Et bien que mes petits-enfants et même Quentin me manquent, je ne pouvais pas laisser leur ressentiment me voler la joie de ce nouveau départ. Les premières semaines à Bellerive sont passées rapidement, entre l'aménagement de la maison et la découverte de la ville. Héloïse m'a présenté à certains de ses amis, eux aussi des retraités qui avaient déménagé ici de différentes régions du pays. Linda et George Thompson, un couple marié de Lille, nous ont invités à un barbecue dans leur jardin. Arthur Livingston, un ancien professeur de littérature de Paris, a organisé un club de lecture, auquel je me suis jointe avec plaisir. Suzanne Chen, une veuve énergique de Lyon, animait un groupe de yoga sur la plage le matin. Je me suis rapidement intégrée à la communauté locale. Yoga le matin, promenade sur la plage l'après-midi, soirée avec de nouveaux amis. Ma vie était remplie de nouveaux rituels et d'activités. Les mardis, j'ai commencé à prendre des cours de cuisine au centre socioculturel local où nous apprenions à préparer des plats de fruits de mer frais. Les jeudis, je prenais des cours d'aquarelle donnés par Arthur dans son spacieux garage transformé en atelier. L'océan est devenu mon compagnon quotidien. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues. Chaque soir, je m'endormais sur leur mélodie berçante. J'aimais les longues promenades le long du rivage, à ramasser des coquillages et à regarder les pélicans plonger pour attraper des poissons. Je n'avais pas de nouvelles de Quentin. Je lui ai envoyé un SMS avec ma nouvelle adresse et mon nouveau numéro de téléphone, mais il n'a pas répondu. Hélène a envoyé un court message. Bien reçu ton adresse. Quentin est toujours contrarié. Donne-lui du temps. J'essayais de ne pas y penser, mais les pensées de mes petits-enfants me venaient souvent, surtout le soir, quand j'étais assise seule sur la terrasse, regardant les étoiles. Un jour, environ un mois après mon déménagement, j'ai reçu un appel de Chloé. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Mamie » a-t-elle dit avec hésitation. « C'est moi, Chloé. » Ma chérie. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Moi aussi. Sa voix était plus basse que d'habitude. Papa ne sait pas que j'appelle. Il nous a interdit de te parler. Ces mots m'ont fait mal, mais j'ai essayé de ne pas le montrer dans ma voix. Je comprends, ma chérie. Comment vas-tu? Comment va l'école? Comment vont Ethan et Lily? Je vais bien. J'ai eu un 20-20 pour mon projet de science. Ethan est toujours le même. Assis dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Et Lily, tu lui manques, mamie. Elle demande souvent quand tu reviendras. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Vous me manquez aussi, ma chérie. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais, je ne vais pas revenir au Vésinet. C'est ma maison maintenant. Je sais, a dit Chloé. Papa dit que tu nous as quittés pour une plage. Ce n'est pas vrai, ma chérie. J'ai essayé de le dire calmement. Je n'ai quitté personne. J'ai juste décidé de me construire une vie. Tu sais, comme quand tu décides de lire un livre ou de peindre parce que tu aimes ça, pas parce que quelqu'un te le demande. Ouais, a-t-elle dit après une pause. Je comprends. Tu pourras toujours venir me voir, ai-je poursuivi. C'est tellement beau ici. L'océan, la plage, les palmiers. Tu adorerais. J'adorerais, a-t-elle dit avec une voix pleine d'envie. Mais papa dit que nous n'irons jamais chez toi. Il est blessé en ce moment, ma chérie.
Ça passera avec le temps. J'espère, a-t-elle dit doucement. Oh, je dois y aller. Maman appelle pour le dîner. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, Chloé. Et Ethan et Lily aussi. Dis-leur, s'il te plaît. Après cette conversation, je suis restée longtemps assise sur la terrasse, regardant l'océan et réfléchissant à mes choix. La douleur d'être séparée de mes petits-enfants était vive, mais je savais que revenir en arrière signifierait retomber sous le contrôle de Quentin, redevenir une baby-sitter gratuite et un obstacle à ses objectifs. Non, je ne pouvais pas faire ça. Pas maintenant que je commençais enfin à vivre ma propre vie. Les semaines passèrent, s'ajoutant aux mois. J'avais complètement meublé ma maison, la transformant en un nid douillet qui reflétait mes goûts et mes intérêts. Il y avait un canapé et des fauteuils confortables dans le salon, disposés de manière à donner sur l'océan. Sur les murs, mes propres aquarelles de paysages et des photos encadrées. Edmond et moi le jour de notre mariage, Quentin en terminale, mes petits-enfants au dernier Noël. Je n'effaçais pas mon passé. Je ne le laissais simplement pas dicter mon avenir. Dans le jardin derrière la maison, j'ai planté une petite roseraie. Bien sûr, elle ne pouvait pas se comparer à celle que j'avais au Vésinet, mais ici, sous le chaud soleil du sud, les roses fleurissaient presque toute l'année. J'ai trouvé des variétés qui se plaisaient dans le climat local et je passais 1 heure ou 2 chaque matin à m'en occuper. Progressivement, je me suis davantage impliquée dans la communauté locale. Avec Héloïse, nous avons commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque, organisant des heures de lecture pour les enfants 1 fois par semaine. Cela comblait en partie le vide de ne pas avoir mes propres petits-enfants. Les petits auditeurs écoutaient avec enthousiasme les histoires que nous lisions, et leurs yeux ravis me rappelaient Lily. J'ai également rejoint la chorale locale de retraités. Je n'avais jamais chanté en public auparavant, timide de ma voix. Mais ici, parmi des chanteurs tout aussi amateurs, ce n'était plus un problème. Nous répétions 2 fois par semaine et nous nous produisions lors d'événements locaux, de kermesses de charité, de festivals, dans des maisons de retraite. Cela me donnait un sentiment de communauté et la joie de pouvoir donner aux autres des ondes positives. Je n'avais toujours pas de nouvelles de Quentin, mais Chloé m'appelait en cachette environ 1 fois par mois. Grâce à ces histoires, j'ai appris ce qui se passait dans la vie de mes petits-enfants. Ethan avait rejoint l'équipe de natation de l'école et passait moins de temps à jouer aux jeux vidéo. Lily était entrée en maternelle et avait dessiné un portrait de famille qui m'incluait, la grand-mère qui vit près de l'océan. Quentin et Hélène, selon Chloé, avaient finalement acheté une nouvelle maison. Plus petite et moins chère que celle dont ils rêvaient, mais avec une piscine et des chambres séparées pour les enfants. Papa parle encore de toi parfois, m'a dit Chloé lors d'une de nos conversations, surtout quand quelque chose ne va pas. Il dit, voilà quelque chose que mamie saurait quoi faire. Cela m'a fait sourire à travers mes larmes. Alors, je lui manquais après tout, même s'il ne voulait pas l'admettre. Au 6e mois de mon déménagement, je me sentais chez moi à Belle-Rive. J'avais des amis, des activités qui me plaisaient, et une routine que je m'étais fixée. Je ne me réveillais plus en pensant que je devais aller chercher mes petits-enfants à l'école ou que Quentin allait encore faire allusion à la vente de la maison. Je me réveillais avec l'attente d'une nouvelle journée remplie d'activités que j'avais choisies pour moi-même. Le jour anniversaire de mes 6 mois d'arrivée, Héloïse a organisé une petite fête chez moi. Tous nos amis sont venus, les Thompson, Arthur, Suzanne, et quelques autres personnes que j'avais rencontrées pendant cette période. Nous nous sommes assis sur la terrasse, profitant de la douce soirée, de la bonne nourriture et du bon vin. À Judith, apporter un toast Arthur, levant son verre. À la femme qui a eu le courage de commencer une nouvelle vie alors que beaucoup de gens étaient prêts à abandonner. Tout le monde s'est joint au toast et j'ai senti les larmes me monter aux yeux, cette fois de bonheur et de gratitude. Merci à tous, dis-je en regardant les visages de mes nouveaux amis, de m'avoir accepté dans votre cercle, pour votre soutien et votre amitié. Je ne regrette pas une minute d'avoir déménagé ici. Après la fête, quand tout le monde était parti, Héloïse et moi sommes restés seuls, assises sur la terrasse, regardant les étoiles au-dessus de la mer. Tu n'as vraiment aucun regret? A-t-elle demandé doucement. Même avec la situation avec Quentin. J'ai réfléchi un instant. Est-ce que je regrette cette fissure entre nous? Bien sûr. Est-ce que mes petits-enfants me manquent tous les jours? Oui. Mais est-ce que je regrette ma décision de déménager ici, de commencer une nouvelle vie? Non, pas un seul instant. Je suis contente de l'entendre. Héloïse m'a serré la main. Tu mérites d'être heureuse, Judith. Tu sais, dis-je, regardant l'océan sombre où se reflétaient les étoiles.
Je n'aurais jamais pensé qu'à 68 ans, je recommencerais à zéro, que j'apprendrais à peindre, que je chanterais dans une chorale, que je me ferais de nouveaux amis. J'ai toujours pensé qu'à mon âge, la vie était déjà bien rangée et qu'il ne fallait s'attendre à rien de nouveau. Que tout ce qu'il restait à faire, c'était de regarder mes petits-enfants grandir et de me préparer lentement pour la fin. Beaucoup de gens le pensent, a acquiescé Héloïse. C'est pourquoi ils vivent par inertie, sans s'autoriser à rêver de quelque chose de nouveau. Et maintenant, je me réveille chaque jour en pensant aux choses intéressantes que la journée m'apportera, et c'est un sentiment formidable. L'océan bruissait, s'écrasant contre le rivage. Des étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Et une légère brise portait l'odeur de mes roses du jardin. J'ai inspiré profondément, rempli de gratitude pour ce moment, pour cette vie, pour le courage qui m'avait amené ici. J'étais chez moi. J'étais le lendemain matin. Alors que je m'occupais de mes roses, le téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, avec un indicatif de la région parisienne. J'ai répondu, m'attendant à entendre la voix de Chloé. Maman. C'était Quentin. Sa voix semblait incertaine, comme s'il hésitait à appeler. Quentin. J'ai essayé de cacher ma surprise. Comment vas-tu? Je vais bien, a-t-il dit doucement. Et toi? Je vais bien, merci. J'aime beaucoup vivre ici. Il y a eu une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer, mais il ne semblait pas savoir quoi dire ensuite. Chloé t'appelle, a-t-il finalement dit. Je sais. Elle pense que je ne le sais pas, mais j'ai vu les relevés d'appel. Oui, elle appelle parfois. Je n'ai pas nié. Elle parle de l'école, de son frère et de sa sœur. Tu lui manques, a-t-il dit, avec une pointe d'accusation dans la voix. Tous les enfants s'ennuient de toi, surtout Lily. Elle demande encore quand tu reviendras. J'ai senti une pointe de douleur, mais je n'ai pas cédé à la manipulation. Il me manque aussi beaucoup, Quentin. Tu me manques aussi. Mais je ne retournerai pas au Vésinet. C'est ma maison maintenant. Je comprends, a-t-il soupiré. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. C'est juste. Hélène pense que je devrais essayer d'arranger les choses, pour les enfants. J'ai réprimé un sourire. C'est donc Hélène qui avait insisté pour qu'il appelle. Eh bien, j'en étais reconnaissante. J'aimerais beaucoup ça, dis-je sincèrement. Vous êtes toujours les bienvenus pour venir me rendre visite. Il y a beaucoup de place pour vous tous. L'océan, la plage, les enfants adoreraient. Peut-être, a-t-il répondu, incertain. Pas tout de suite, mais peut-être pendant les vacances de Noël. Si ça ne te dérange pas. J'en serais très heureuse, dis-je, sentant mon cœur se remplir d'espoir. Vraiment, vraiment heureuse. Nous avons parlé encore un peu, des enfants, de sa nouvelle maison, de ma vie ici. La conversation était maladroite, avec de longues pauses et des mots choisis avec soin. Mais c'était un début, un petit pas vers la réparation de la relation. Après la conversation, je suis allée à la plage et j'ai fait une longue promenade au bord de l'eau, réfléchissant à ce qui s'était passé. L'appel de Quentin n'avait pas changé mon opinion sur mon déménagement. Je ne regrettais toujours pas ma décision. Mais maintenant, il y avait l'espoir que je puisse rester connectée à ma famille sans sacrifier mon indépendance. Le soir, assise sur la terrasse et regardant le coucher de soleil qui colorait l'océan en rose doré, j'ai pensé au parcours de ma vie. La jeune fille qui a épousé Edmond, la jeune mère qui a élevé Quentin, la veuve qui s'est retrouvée seule dans la grande maison, la grand-mère qui s'occupait de ses petits-enfants, et enfin, la femme qui a trouvé la force de tout recommencer à 68 ans. Chacun de ces rôles faisait partie de moi, mais aucun ne me définissait complètement. J'étais plus que la femme, la mère, la grand-mère de quelqu'un. J'étais Judith Lefebvre, une femme qui avait enfin appris à se mettre en premier et à ne pas se sentir coupable pour cela. Moi. Et c'était tout ce qui comptait.